la bonne journée, n'est-ce pas? Et puis la bienvenue à ce webinaire et à cet événement pour le leadership des femmes euh, dans la sphère économique et financière et cet événement mondial Ring the Bell for Equality ou Gender Equality, traduisez sonner la cloche des transactions pour l'égalité entre les deux sexes. Alors pour la petite histoire, vraiment en lisant, en découvrant le titre de ce webinaire, eh bien, la première chose à laquelle j'ai pensé, eh bien, non, c'est pas la série Saved by the Bell des années 80, mais un programme télé, bon, des formations professionnelles obligent, celui de Opening Bell with Maria Bertobromo. Et pour la petite histoire, eh bien, c'est l'une de mes inspirations majeures dans ma carrière professionnelle. C'est cette femme, Maria Bertobromo, qui fut la première journaliste qui a présenté ou qui a fait une correspondance en direct de Wall Street, bien sûr. C'était historique. Elle m'a beaucoup inspirée très jeune et du coup, je fais le travail que je fais, le métier que je fais aujourd'hui avec autant de passion. Voilà, c'était pour la minute confession intime. Revenons à l'événement, louable à plusieurs égards d'ailleurs. C'est un événement mondial. 89 bourses sont inscrites dans ce mouvement pour faire sonner le début des transactions bien, par des femmes en ce 8 mars, journée internationale des droits de la femme, rappelons-le, parce que ce n'est pas la journée de la femme, hein, n'est-ce pas? Et si seulement, n'est-ce pas, sonner le début des transactions en bourse pouvait aussi sonner le glas des inégalités basées sur le genre dans le monde. Mais mon credo dans la vie, et cette maxime célèbre, quand je me regarde, je me désole et quand je me compare, je me console, eh bien, certes, le bilan est mitigé. Seulement 5% des entreprises marocaines sont dirigées par des femmes. Je dis bien entreprises formelles, parce que les femmes travaillent beaucoup dans l'informel au Maroc, ce n'est un secret pour personne. Et côté bourse, ce n'est pas mieux, puisque sur toutes les sociétés cotées, à peine 17% des administrateurs sont des femmes. Alors oui, bilan, mais aussi opportunité d'avenir. Et pour l'avenir, je pense qu'on est bien parti. Selon les derniers chiffres que j'ai vus en préparant d'ailleurs ce webinaire et une émission spéciale aujourd'hui sur Média TV, j'ai vu que côté université, eh bien, on s'en sort plutôt pas mal, notamment dans des matières scientifiques. 42% des lauréates des écoles d'ingénieurs sont des femmes, de jeunes filles. Aux États-Unis, elles ne représentent que 20% des lauréats. Donc, je pense qu'on est bien parti pour l'avenir et que effectivement voir le verre à demi plein, c'est bien aussi pour mieux se projeter dans l'avenir. Alors voilà, donc nous sommes aujourd'hui réunis pour installer des échanges constructifs pour préparer et installer ce Ring the Bell sur notre place casablancaise, bien sûr en compagnie d'intervenants. Je dis bien intervenants parce que la parité a été respectée. Donc, il y a autant de femmes intervenantes que d'hommes intervenants. Tout d'abord, donc on commencera par la représentante d'ONU Femmes qui fait beaucoup pour les filles marocaines, mais dans le Maghreb de manière générale, la représentante Maghreb de cette institution onusienne, Leila Rhewi, sera parmi nous. Ensuite, le ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration sera lui représenté par un homme, en la personne d'Abdelrahman Smar. Le secteur privé est avec Madame Riem Zairi qui va représenter donc la CGEM et puis l'ambassadrice des femmes administrateurs au Maroc, Amina Figuigui, que je vois qui s'est joint à nous. Donc, et bien sûr, n'oublions pas hein, les deux représentants des entités derrière cette initiative, à savoir la Bourse de Casablanca et IFC Maghreb, en les personnes de Tariq Snahaji et de Xavier Rey, directeur général de la Bourse de Casablanca et directeur bureau Maghreb à l'IFC. Et ce sera à Tariq Snahaji de Ring the Bell pour ce webinaire avant de rejoindre les deux autres dames pour Ring the Bell à 10h30. Donc, bonjour Tariq Snahaji, the floor is yours. Voilà, c'est plus simple quand le micro est activé. Donc, je vous remercie, cher Ehsan, pour cette introduction. Et effectivement, pour rebondir un petit peu sur votre anecdote, nous, à la Bourse de Casablanca et dans les marchés financiers de manière générale, on est très conscient de ce qu'on appelle le demonstration effect. Quand il y a un sujet, il est important de le porter, il est important d'en discuter parce que c'est le seul moyen
par lequel et de communiquer. Donc, je pense que c'est une collaboration qui sera très fructueuse aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est très important. Il est important de le porter et comme on le verra tout à l'heure dans mon intervention, la représentation des hommes dans cette discussion est aussi importante, voire beaucoup plus importante que celle des femmes. Les hommes également doivent être mobilisés par cette cause. Donc, je remercie les participants pour leur présence à ce webinaire que nous co-organisons avec la SFI, la Société financière internationale, et avec ONU Femmes, à l'occasion de justement cette journée internationale des droits de la femme. Nous sommes particulièrement heureux de prendre part à déjà cette 7e année de Ring the Bell for Gender Equality, et nous sommes également heureux de constater l'intérêt grandissant de par les bourses pour la promotion de l'égalité des genres. Les bourses ont des rôles de baromètre et ont des rôles particulièrement importants de démontrer des effets économiques. Et donc, nous sommes heureux que cette année, 100 bourses à travers le monde aient choisi de sonner les cloches, de ring the bell pour soutenir cette cause. Et c'est un grand honneur pendant cette journée combien particulière que nous rendons hommage aux femmes du monde entier. Donc, nous rendons hommage à leur distinction sur le plan professionnel et humain dans des domaines divers, notamment dans le marché financier. Donc, mesdames et messieurs, cette année plus que jamais, contexte de relance économique oblige, la Journée internationale des droits de la femme revêt une importance particulière. Ces 24 heures sont l'occasion de rappeler le rôle primordial de la femme dans le développement économique de tous les pays. C'est une occasion également de s'engager à soutenir leur accès à des postes plus élevés dans les entreprises, notamment des postes de manager. Et ceci ne sera que la reconnaissance de leur mérite, car les femmes ont prouvé à travers l'histoire du monde, et notamment l'histoire économique, leur capacité à être des décisionnaires, des visionnaires et des managers aussi accomplis que les hommes. En tant que Bourse Casablanca, nous sommes engagés à préserver les principes fondamentaux de la personne humaine et à respecter les droits humains. Et donc, notre engagement a été corroboré par notre certification ISO 26000 pour la RSE délivrée par la CGM. Dans ce cadre, nous avons veillé à la parité homme-femme dans notre institution, notamment dans l'accès à l'emploi. Résultat, les femmes représentent actuellement 51% de nos effectifs, alors que pour rappel, nous étions à 38% il y a quelques années. Parallèlement, nous avons favorisé l'accès des femmes à des postes de responsabilité dans l'entreprise. Actuellement, de nos postes à vocation managériale, et nous sommes engagés et décidés à continuer à améliorer pour donner encore plus de place à la femme dans notre institution. Mesdames et messieurs, les femmes portent la cause de l'égalité des genres, certes, et nous aurons l'occasion d'écouter d'excellentes interventions aujourd'hui, mais ce sont les hommes qui sont appelés aujourd'hui à la défendre et à la prendre en main. Au Maroc, des hommes se sont fortement distingués dans ce sens, comme d'ailleurs Serd Ahmed Soumar, directeur des entreprises publiques et de la privatisation au ministère de l'économie, des finances et de la réforme administrative, qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous profitons de cette journée, de cet événement, pour lancer un appel à l'ensemble des opérateurs du marché financier au Maroc, en particulier les hommes, à soutenir la parité des genres. Le Maroc compte un grand nombre de femmes admirables qui ont su conquérir diverses instances de pouvoir, notamment gouvernementales, mais ces femmes ne sont qu'une petite poignée. Faisons en sorte de soutenir une plus grande participation. Il en va du développement et de la croissance économique de notre pays. Nous avons la chance dans l'écosystème financier d'avoir un pourcentage bien plus élevé, il me semble, que dans le milieu économique. Et je citerai par exemple nos grands partenaires, Madame Zahayat de l'AMMC et Madame Fria Benis de Maroclir, comme exemple de femmes qui ont su montrer la compétence de la femme dans ce milieu et sa capacité, au-delà d'occuper des postes de cadre, c'est d'occuper des postes de top management. Donc, avant de clore mon mot, je tiens à remercier vivement nos partenaires qui ont permis la tenue de cet événement. Et je cite la Société financière internationale, membre du groupe Banque mondiale, en la personne de son directeur de bureau Maghreb, M. Xavier Rey, ONU Femmes en la personne de cette représentante au Maroc, Mme Leila Khewi. Je remercie également nos panélistes de valeur pour leur participation et leur riche intervention. Et je cite Mme Mariam Zahiri, présidente de la commission Start-up et transformation digitale à la CGM et managing director MENA du fonds CERF. Mme Amina Figuigui, présidente du club des femmes administrateurs. Et
évidemment M. Soma, que j'ai eu l'occasion de citer plus tôt. Bienvenue à tous et bon webinaire. Merci beaucoup, merci Tariq Snahaji pour ce mot plein de messages, en tout cas adressés justement à ces autres dirigeants pour donner un peu plus de place à la femme. Et cela, on va en discuter pendant les panels. Alors, Xavier Rey, en moins de 6 mois, nous avons eu la chance de collaborer pour 2 webinaires autour de cette question d'égalité des genres. Alors, incontestablement, Xavier Rey, féministe dans l'âme, non ? Merci de cette présentation, cette introduction pour moi. C'est un plaisir d'être avec vous encore. Et comme vous l'avez dit, pour la SFI, c'est vraiment au cœur de notre stratégie, pour le Maghreb. On a ce slogan « No Woman, No Growth » que j'aime bien parce qu'il montre que sans les femmes, on n'arrivera pas à avoir la croissance inclusive, la croissance durable dans les pays du Maghreb et aussi au Maroc. Donc, je suis très heureux de pouvoir faire cet événement avec nos partenaires, la Bourse de Casablanca, UN Women, et aussi avoir des intervenants de cette qualité pour commencer cette journée de la femme. Je souhaite à toutes nos collaboratrices une excellente journée des droits de la femme. Je voulais juste dire que c'est aussi l'occasion, comme on l'a dit, de faire sonner le carillon de l'importance des talents féminins, hein, parce que l'idée, c'est que dans l'économie, on puisse tirer tous les talents et utiliser les talents féminins pour cette croissance, on va dire, durable et inclusive. Voilà. Donc, le poète Aragon disait « La femme est l'avenir de l'homme ». Je pense qu'au Maroc, elle est vraiment l'avenir de l'économie durable. Et voilà, je suis très heureux d'avoir des intervenants de cette qualité pour pouvoir nous aider à comprendre comment les femmes et les talents féminins peuvent jouer plus de rôle dans l'employabilité, la participation économique et aussi dans l'entrepreneuriat qui est un thème très important. Voilà, donc je laisse la parole à nos intervenants et j'espère qu'on va avoir une discussion, des échanges. On a aussi mobilisé les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs à cette conférence parce que je pense que c'est important que les jeunes étudiantes aussi entendent qu'elles ont un avenir et qu'il y a des rôles modèles qu'elles peuvent suivre. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Xavier. Justement, puisque nous sommes là pour faire des échanges constructifs et même prouver que les femmes peuvent être concises, n'est-ce pas, dans leurs interventions, contrairement aux idées reçues, et qu'on va sans plus attendre, lancer justement cette discussion avec nos panélistes distingués autour, vous l'aviez dit, donc, de penser à des solutions pour plus d'inclusion de la femme dans l'économie parce que ça peut rapporter gros pour notre économie nationale, mais pas que. Et justement, il y a une étude qui a été faite par la DEPF et ONU Femmes autour du coût économique des inégalités. Et mieux vaut peut-être planter le décor et avoir des chiffres pour mieux se projeter dans l'avenir, encore une fois. J'ai le plaisir d'ailleurs à présent d'interpeller Leila Al-Hewi. Bonjour Leila Al-Hewi, qui représente ONU Femmes donc aujourd'hui, qui est la directrice Maghreb de ONU Femmes. Bonjour. Bonjour. Bonjour Leila. Donc, on commence avec cette étude, n'est-ce pas, et des chiffres qui sont plus que parlants. On parle de 2,5 millions de femmes qui travaillent sur les 10,5 millions de Marocains qui travaillent bien sûr dans le formel, pas dans l'ombre, encore une fois, je le rappelle. Donc, c'est des chiffres qui ressortent de cette étude pour le deuxième trimestre de 2020. Quels sont, selon vous, les messages clés qu'on peut retenir de cette étude, Leila Al-Hewi? Merci. Je voudrais d'abord remercier mes amis de la Banque mondiale et de la Bourse de leur invitation. Heureuse d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. Effectivement, nous avons fait cette dernière étude présentée la semaine dernière avec le ministère de l'Économie et des Finances et qui a porté sur ce que coûte la non-inclusion économique des femmes à la croissance et au PIB au Maroc.
Et si vous permettez, comme me l'a demandé Xavier, il était attendu de moi que je vous présente les résultats auxquels nous sommes arrivés. Je vais donc partager avec vous ma présentation et essayer d'être le plus bref possible. D'abord, j'aimerais, à l'occasion de cette Journée internationale des droits des femmes, rappeler que nous sommes aujourd'hui dans une journée de commémoration qui vient à plus d'un quart de siècle après que la communauté mondiale s'était accordée sur la plateforme de Beijing et les 12 domaines prioritaires pour atteindre l'égalité. Et que 25 ans et plus de 25 ans après, aucun pays n'est vraiment parvenu à l'égalité. Et on peut même dire que personne n'a atteint les indicateurs fixés à ce moment-là. Mais le pire aujourd'hui, c'est que la crise sanitaire est arrivée et de mon point de vue, la crise sanitaire a vraiment été un recul dans l'agenda de l'égalité par tout l'impact proportionné qu'elle a eu sur les femmes par rapport aux hommes. Et donc, d'où tout l'intérêt je pense que cette petite analyse, modestement, vient apporter un élément d'analyse et de compréhension des facteurs d'inégalité sur le marché du travail au Maroc et surtout alerte sur le coût que ça a sur la société. Donc, je pense que vous avez mon exposé. Est-ce que vous le voyez ? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est parfait. Ok, voilà. C'est bon. Donc, je vais passer rapidement. D'abord, j'essaie de présenter, de faire un aperçu sur la participation des femmes à la vie active, bien entendu dans le Maroc, mais en faisant un benchmark à l'international. D'essayer d'expliquer, d'après l'enquête que nous avons menée, les analyses que nous avons faites, les croisements des indicateurs, pourquoi cette participation est faible, et puis vous donner un peu une image de la corrélation que nous avons fait, qui a démontré l'impact sur la croissance et sur le PIB, donc sur ce manque à gagner. Alors, je viens de le dire en faisant mon petit rappel sur la plateforme de Beijing plus 25. D'abord, pour commencer par dire que la question de l'emploi ou de l'activité économique, c'est d'abord une question de droit humain fondamental, dans le sens où les femmes comme les hommes ont un droit à travailler, à participer, à s'émanciper, à être actifs dans leur société. Et qu'il s'agit d'abord d'une question de droit humain, et je tiens beaucoup à l'introduire, parce que tout l'exposé va essayer de démontrer l'impact économique de cette non-inclusion. Oui, ça a un impact économique, et c'est un argument que nous utilisons vis-à-vis d'un certain nombre de décideurs qui sont plus sensibles à l'argument économique qu'à l'argument de droit humain, mais j'aimerais quand même d'abord placer le décor en disant que travailler, c'est un droit. Toute femme, comme tout homme, a le droit à un travail décent et à une égalité dans les conditions de travail. Alors ensuite, bien entendu, ne pas travailler, ça a un coût et c'est une sous-utilisation, on va dire, des potentialités du pays et c'est bien entendu un impact énorme sur les croissances et le bien-être, mais c'est aussi donc toute une réserve de croissance économique du pays qui est pas du tout utilisée. Alors comme vous le voyez, voici la participation des femmes. L'année 2020, pardon, du fait du Covid, nous avons perdu presque un point en termes d'activité économique et ça a été à 19,9 par rapport aux hommes qui étaient de 70,4. Alors, ce que j'aimerais également dire dans le contexte, que dans toutes les études et tous les panélistes qui sont présents autour de la table le savent, c'est que dans le monde entier, les pays qui ont réussi à considérablement réduire les inégalités de sexe sont c'est les pays, comme par hasard, qui ont les niveaux de performance économique et d'indicateurs de développement les plus élevés. Et donc, dans ce contexte, le Maroc, bien qu'il ait fait d'énormes progrès en matière de promotion de l'égalité et des droits des femmes, continue quand même à subsister énormément de limites à l'émancipation des femmes et les inégalités persistent, notamment en termes d'opportunités économiques. Vous le savez, on le voit sur le tableau, la participation des femmes est très très faible et en benchmarkant à l'international, elle est une des plus faibles au monde. Alors, je vais vous donner quelques petits tableaux juste pour vous donner un aperçu. Dans cette étude, nous avons essayé de regarder ce qui s'est passé de 1999 à 2019.
au niveau de cette courbe de l'employabilité ou de l'activité des femmes. Et donc, comme vous le voyez, la courbe du Maroc, le taux d'activité des femmes au Maroc, c'est celle qui est en jaune, et les hommes, c'est le bleu, et puis en violet, vous avez le ratio. Et donc, la participation est extrêmement faible, mais ce n'est pas seulement qu'elle est extrêmement faible, c'est qu'elle a été dans une tendance inverse et donc elle a baissé. Et ça, c'est un peu préoccupant. Et d'autant plus que cette tendance baissière de l'emploi des femmes, d'après l'analyse que nous avons faite, n'est pas vraiment attribuable soit à une conjoncture économique ou à des facteurs structurels, puisque l'emploi des hommes n'a pas baissé dans la même, disons, intensité que celui des femmes. Si on prend maintenant la question de l'emploi et de l'activité des femmes de façon générale, pour faire la comparaison, on va voir que les femmes au Maroc sont prédominantes dans le secteur de l'agriculture, et avec une tendance qui commence à baisser, qui a baissé, pardon, pour les hommes dans le domaine de l'agriculture au profit des services. Et la question du tertiaire de l'emploi féminin au Maroc reste quand même très, très, très faible par rapport à la plupart des pays dans la zone du MENA. Vous voyez ici en couleur les différents domaines de l'industrie. C'est bleu, l'agriculture jaune, et les services, c'est le violet. Après, je vous montre également cette répartition par genre, par milieu, par secteur. Et donc, lorsque l'on regarde de plus près, la réalité du travail des femmes, c'est qu'elles sont dans le domaine de l'agriculture massivement. Alors, elles sont quasiment à 90,7% d'après les chiffres de 2019 dans l'agriculture. Tous les chiffres, on rappelle que nous avons utilisés, toutes les données sont issues des enquêtes emploi du Haut Commissariat au Plan et de l'enquête du recensement général de la population, toujours du Haut Commissariat au Plan. Puis après, on a fait des benchmarks avec d'autres études de Banque mondiale et autres. Et donc, les femmes sont massivement dans l'agriculture, et ça, on y reviendra, c'est important de le pointer. Et puis, l'autre aspect, c'est la question de l'activité tertiaire ici, dans le milieu rural. Au Maroc, n'a pas eu un effet de rééquilibrage de l'emploi des femmes, ce que l'on a vu se passer dans les autres pays, tant au niveau de la région MENA qu'à travers le monde. Donc, alors, pourquoi il est important je mettais en relief la question de l'activité des femmes dans le milieu rural, parce que dans la vulnérabilité de cet emploi des femmes, ce 19,9% dont je parlais, qui inclut le travail informel, comme vous le savez, quand on dit qu'il y a 19,9%, c'est les femmes qui sont dans le secteur formel et informel. C'est un travail qui est à 30% précaire, vulnérable, mais que parmi ces 19%, les 70% parmi elles qui sont occupées dans le milieu rural sont des aides familiales. Pardon, les 70 qui sont rurales sont des aides familiales. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est assez préoccupant et sur lequel, je pense, les politiques publiques doivent engager des actions en direction justement de cette précarité aggravée des femmes dans le rural. Et puis, l'autre constat, en analysant tous les chiffres et en croisant, c'est la question de l'entrepreneuriat féminin. Quoi que l'on dise, les chiffres sont quand même là. C'est seulement 13,9% de femmes entrepreneurs ou en emploi dans le milieu urbain et 19% dans le milieu rural. Et cette tendance, comme vous l'avez vu, a baissé par rapport à 99%. Là aussi, questionnement. Alors maintenant, en regardant, ayant dit ces chiffres de l'emploi en général et puis par secteur et sur la question de la vulnérabilité, lorsque l'on compare la situation du Maroc au reste du monde, nous avons comparé au taux d'emploi par rapport au MENA, vous le voyez, par rapport aux pays d'Asie. Donc, par rapport au MENA, c'est 20-30, par rapport aux pays d'Asie, 40%, Amérique latine et Afrique subsaharienne, 55%, et bien évidemment, les pays très avancés, 70%. Donc, vous voyez le Maroc où il se situe sur la courbe à gauche, et vous remarquerez que vers la fin des 3-4 dernières années, on a même un peu moins bien classé que dans le reste de la région MENA, ce qui est quand même préoccupant. Nous sommes dans la région du MENA au niveau du Maghreb avec les taux d'activité féminine les plus faibles, que ce soit pour Maroc, Algérie et Tunisie.
Et puis, dans le tableau à droite, l'intérêt de ce tableau, une description, c'est une courbe sur de la vulnérabilité de cet emploi-là. Et encore une fois, vous voyez la situation du Maroc dans le pointillé jaune, c'est-à-dire que l'emploi est quand même un emploi très vulnérable et très précaire. Alors, deux éléments très importants qui vont déterminer ensuite les modélisations que l'on va faire sur le gain de croissance et de PIB, c'est on est allé regarder dans le capital humain donc féminin le taux de fécondité et le nombre d'années passées dans la scolarité. Vous savez que le Maroc souffre de la question de la rétention scolaire des filles, et notamment dans le milieu rural, que les filles, dès lors qu'elles arrivent au certificat d'études primaires, c'est une problématique difficile d'accéder au collège et encore plus d'atteindre le lycée, la qualification professionnelle. Et donc, sur le taux de fécondité, vous voyez une bonne évolution à l'instar des autres pays. Par contre, quand on regarde à droite le nombre d'années passées à l'école, eh bien, le Maroc est tout en bas de l'échelle de comparaison avec tous les pays du MENA, Amérique latine, Asie. Après, oui, je me permets juste de vous interrompre. Si on pouvait peut-être synthétiser un peu davantage, parce que il faut aussi qu'on parle, n'est-ce pas, des propositions d'ONU-Femmes pour améliorer cette situation. Vous avez évoqué l'exécutif et notamment ce que on pourrait faire, mais si on pouvait juste peut-être synthétiser davantage, parce que malheureusement on est un peu vraiment 10 minutes. On est un peu limité dans le temps, absolument, pour réussir à tenir dans une heure avec les autres panélistes. Merci. Merci, d'accord. Ben, je vais passer. Donc, la première conclusion, je la passe rapidement, c'est que le Maroc, au niveau de son emploi des femmes, est à un niveau plus faible qu'il devrait être eu égard à son développement. Et secondo, il est également en dessous de ce qu'il devrait être en termes de capital humain, comme je viens de le signaler, avec le nombre d'années passées en scolarité. Alors, les contraintes, on les connaît, je ne vais pas m'y attarder. Bien évidemment, les premières contraintes, ce sont les normes sociales, mais aussi le poids des charges de travaux domestiques et de soins, mais également aussi toute la dimension de harcèlement sexuel dans l'espace public, dans l'espace de travail et également dans la question des conditions de travail. Bien évidemment, au niveau sur l'autre volet, ça va être la capacitation et la question de faible éducation que je viens de citer. Je passe. Il y a un autre tableau, je vais passer du coup sur celui-là, mais je vais aller rapidement dessus. C'est juste pour dire que nous avons également travaillé à regarder un peu qu'est-ce qui fait qu'une femme va pouvoir aller au travail ou pas. Et donc, il y a un certain nombre de facteurs qui vont être facilitants pour les femmes de travailler. Et on a constaté que généralement, ce sont bien entendu les femmes qui sont célibataires ou divorcées qui vont être le plus dans le milieu du travail. Quand elles vont avoir beaucoup d'enfants, elles ne vont pas pouvoir y aller plus facilement. Quand elles n'ont pas un niveau d'éducation, ça va être encore plus difficile, etc. Et on a également regardé au niveau de la situation du conjoint, s'il est éduqué, s'il travaille ou pas. Et on a constaté que ça a un facteur facilitant si le conjoint a un niveau de travail élevé ou s'il est quasiment dans le chômage pour des raisons différentes, mais pour un objectif similaire. Et donc, le coût que ça a sur le pays, je vais très rapidement passer parce que c'est important de le signaler. Nous avons fait une projection, une modélisation avec des formules, avec des experts, qui a permis de voir que, par exemple, dans le domaine de l'industriel seulement, si on réduisait de 25% l'écart d'emploi entre les hommes et les femmes, eh bien, on pouvait atteindre des taux qui allaient jusqu'à 8,6. Et après, je vous laisse voir si vous voulez, de 50, 75 à 100%, on pourrait atteindre le 24%. Et puis, on a fait un même calcul qui est très intéressant sur les autres secteurs, les services, l'agriculture et l'ensemble des secteurs. Je vous donnerai uniquement le dernier chiffre, si vous voulez, on pourra en parler plus tard. C'est si on voulait atteindre la totalité parfaite dans l'ensemble des secteurs, eh bien, ça serait un gain de 37%, c'est énorme. Alors, aussi, là, j'ai mis la question, oui, alors là, ce qui est aussi très, très important, et on ne le dit pas assez, c'est qu'on a également rajouté la corrélation avec la notion, le nombre d'années passées à l'école. C'est-à-dire, quel impact est-ce que ça va être différent selon que les femmes qui vont être employées
ont été à l'école ou n'ont pas été à l'école. Et la différence, elle est nette. Vous voyez, je prends juste la première ligne que vous voyez sur votre tableau. Si je veux réduire de 25% l'écart entre les hommes et les femmes dans l'emploi, eh bien, selon qu'elles n'ont pas été à l'éducation, ça me ferait gagner un 5,7. Mais si elles ont été, en plus, elles ont des années de scolarité, c'est presque du 10%, c'est quasiment le double. Voilà. Ça, c'est vraiment pour les chiffres. Donc, les conclusions, c'est que ce qui est important dans cette étude, c'est qu'elle a permis de quantifier et de démontrer que l'inclusion économique des femmes, ce n'est pas coûteux, c'est pas de faire travailler les femmes qui coûtent, mais c'est de ne pas travailler les femmes qui est un coût pour les sociétés. Et ça, c'est, je pense, un argument très, très fort et nous avons maintenant toutes les tables et les chiffres et les tableaux pour le démontrer. Et deuxième conclusion pour moi, c'est de dire que ce gain économique dont on parle pour l'inclusion économique des femmes ne peut pas être distinct de toute la batterie de réformes connexes que le pays doit engager, mobiliser pour que cette inclusion économique puisse se faire. Et quand je dis cela, je parle à tous les niveaux de réforme, depuis l'espace privé avec le code de la famille, à l'espace public avec le code pénal, en passant par la dimension culturelle et de stéréotypes et à la question donc de la participation aux toutes les instances de gouvernance et d'émancipation des femmes dans le cadre de leur travail. Donc voilà, j'ai essayé de rentrer dans les 10 minutes et je pourrais réagir tout à l'heure dans le débat. Vous êtes rentré, vous avez un peu débordé, mais c'est pas grave, c'était fort intéressant et il est clair que l'importance de la data, de la quantification permet d'établir des politiques publiques et aussi d'avoir des plans qui soient basés sur des chiffres est très important. Alors, donc, ONU Femmes a réalisé cette étude en collaboration avec la DEPF, donc du ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, qui est représenté donc aujourd'hui par Si Abdelrahman Samar. Bonjour Abdelrahman Samar. Bonjour Alex, ça va? Très, très bien. Donc, nous venons de le suivre, beaucoup de chiffres qui alertent sur la condition de la femme, son inclusion dans la sphère économique. Mais selon vous, en tant que représentant justement d'un des départements clés, Madame Hewi parlait de la transversalité des stratégies pour pouvoir inclure davantage la femme marocaine dans le travail, notamment formel. Mais pourquoi est-ce important, selon vous, aujourd'hui, pour le Maroc, que les femmes accèdent à des postes décisionnels, notamment dans le secteur privé, en entreprise, mais ça, on va en parler avec la représentante de la CGM, mais surtout dans les entreprises publiques. Je vais mettre mon minuteur en marche, comme ça j'essaierai de rester avec vous dans les temps, Madame. Je le fais pour vous, ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci. C'est vrai, donc je ne peux que saisir l'occasion pour souhaiter bonne fête, mesdames, mais avec le souhait de ne plus avoir à le dire. Sincèrement, parler de cause, parler de combat, oui, mais mon rêve, c'est qu'on soit dans la normalité et que cette journée soit notre quotidien. Deuxièmement, merci, et merci aux organisateurs, initiateurs du projet, sponsors, que ce soit la bourse, que ce soit donc AFC, que ce soit ONU Femmes, avec une mention particulière pour mon ami Tarek. Merci pour le mot que tu as adressé, mais je dirais qu'au-delà de la personne, je considère que ça a été adressé au ministère et à la DEPP en particulier. Avant peut-être de répondre à votre question, madame, peut-être deux choses. Je suis au ministère des Finances, mais je préfère parler aujourd'hui avec vous avec le langage, je dirais, du cœur. Ça ne m'empêchera pas de faire référence, effectivement, de temps en temps à certains chiffres, certains ratios, parce qu'il faut, c'est factuel quand on est dans ce domaine-là. Et enfin, quand j'aborde la question avec vous, je me situe à un double niveau. Je ne parlerai pas que de la gouvernance, c'est-à-dire la présence des femmes dans les conseils d'administration des établissements d'entreprises publiques, mais je parlerai aussi d'autres dimensions, telles que la direction des établissements des entreprises publiques par des femmes et la présence ou bien disons, la représentativité de la femme dans les postes de responsabilité. Donc, c'est un peu le cadre dans lequel je vais essayer de parler avec vous.
Pourquoi est-ce important d'inclure la femme? Je ne sais pas. Je vais essayer donc de le faire avec vous. En préparant cette participation, je peux vous démontrer et vous citer un nombre innombrable d'études spécialisées, experts sur l'apport de la femme dans l'entreprise publique, privée, sur l'apport de la femme dans les conseils. Je vais peut-être l'illustrer. Mais pour moi, cette présence est d'abord une exigence démocratique. Au-delà de l'aspect économique, je remercie mon ami Leïla qui a rappelé cette étude. Oui, il faut en parler, il faut démontrer, mais je crois que c'est une normalité et c'est un fait qui doit être consacré du point de vue démocratique. Deux, aucune société ne peut se faire l'économie de mobiliser tous ses talents. Et si la crise Covid a démontré, comme ça a été tout à l'heure dit, qu'effectivement, elle a challengé d'abord la femme, l'enseignement à distance, le travail à distance, les responsabilités du foyer des enfants, mais ça aussi comporte des opportunités sur lesquelles nous devons travailler. Pourquoi est-ce important que la femme participe au niveau des sphères décisionnelles? C'est un vécu. Je suis présent, je l'étais dans une quarantaine de conseils d'administration d'établissements et d'entreprises publiques. Je suis au quotidien en relation avec des établissements des entreprises publiques. Je ne vais pas citer de nom, mais je vous assure que l'apport de la gente féminine, soit dans les conseils d'administration, soit dans les comités spécialisés, soit dans la direction même des établissements des entreprises publiques, ou même à des niveaux, je dirais N-2, j'étais confronté à des femmes de valeur qui ont apporté beaucoup pour par leur expertise, par leur professionnalisme et aussi peut-être par leur qualité intrinsèque. J'ai parlé tout à l'heure de l'existence de nombreuses études, nous en avons traqué une dizaine depuis le début des années 2000, qui ont démontré que le fait que la femme occupe peut-être pas toute la place qui lui revient, mais occupe une place de plus en plus importante dans des sphères, ne peut qu'avoir des impacts positifs. Je citerai juste trois titres d'illustration pour voir ce qu'il en est au Maroc. Nous avons travaillé sur un rapport publié dès 2017 par la Direction générale de l'emploi de la Commission européenne. Les entreprises, en accordant plus de place à la femme, profitent de leurs talents et s'épanouissent. Si on prend 2009 l'étude Planning Tomorrow's Boardroom, on a constaté que l'introduction des femmes dans le conseil conduit à des discussions stratégiques plus constructives, et c'est factuel, que l'analyse de l'attitude envers le risque a démontré que les femmes répondent plus vite que les hommes et d'une façon différente aux signaux de danger dans l'entreprise. Je peux en citer d'autres, The Bottom Line, Corporate Performance and Women's Representation on Boards, en 2017. Là aussi, donc, sur un échantillon d'entreprises, on a constaté que celles qui avaient un taux de représentation des femmes dans le conseil important ont des améliorations, donc renforcées, et c'était des chiffres, le return on equity, le return on sales se sont beaucoup améliorés. Je m'arrêterai là parce que quand même, on peut en citer. Maintenant, si on prend le cas du Maroc, qu'en est-il? Je le constate, c'est un constat, nous n'avons pas, je dirais, une vue exhaustive, régulière et méthodique sur la présence des femmes dans les instances de gouvernement, dans la direction. Donc, on peut avoir des initiatives de la CGM, des initiatives de l'administration, des initiatives de certains clubs, certains instituts, mais ça, c'est aussi une limite qui donc doit être dépassée si on veut améliorer les choses davantage. Je rappelle que déjà, donc, l'étude de LMS de 2013 avait
sorti des chiffres qui étaient, je m'excuse de le dire, presque effarants. On parlait à l'époque de 5 à 8% de taux de participation de la femme dans les entreprises privées ou publiques. C'est vrai qu'on avait davantage, comment dire, mis en exergue que les entreprises publiques ne jouaient pas leur modèle de locomotive. On va voir que les choses ont beaucoup changé, 2013, c'était la première année du Code de bonne gouvernance des entreprises publiques et je crois que les choses ont évolué par rapport à ça. Un autre témoignage, celui donc du CESE, qui là aussi donc trouve que le nombre donc des femmes dans le conseil était limité entre 5 et 7%. Récemment, la sortie de la MMC, relayée par l'économiste aujourd'hui, fait état d'une petite avancée dans les choses. La Cour des comptes en 2016 avait aussi parlé d'une amélioration de l'approche genre. Oui, mais je crois que beaucoup de choses donc restent à faire, hein, en rappelant que… Alors, mais justement, beaucoup de choses restent à faire. Alors, que fait votre département? Vous représentez ce département de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration. Que fait votre département pour améliorer justement la représentativité de la femme, mais de manière beaucoup plus globale, son inclusion dans la croissance et dans l'économie? Merci, Madame Hassan. Sincèrement, je dirais qu'il n'y a pas de recette magique. Ce qu'il faut, c'est être sûr que je n'aime pas beaucoup utiliser le terme combat, mais c'est une action qui s'inscrit dans la préparation à très, très long terme. Ce n'est pas une réveillon aujourd'hui où nous voulons dire nous voulons avoir 30% ou 40% de femmes administrateurs. C'est travailler tout à fait à la base, préparer, coacher, talenter, etc., pour pouvoir avoir justement ce vivier, ce potentiel. Éduquer aussi, justement. Et éduquer, sensibiliser. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce que faisait le ministère des Finances, l'approche genre, la loi organique qui a introduit la gendarisation. Je peux donner des chiffres. Au ministère, nous sommes quand même à presque 48% globalement de femmes. Si je zoome sur la DEPP, peut-être que je déborderai avec 2-3 minutes comme Leïla tout à l'heure, sur la question genre, je crois, évolue très favorablement au niveau de la direction. Nous sommes une direction particulière, nous sommes une direction à très fort taux d'encadrement. Nous n'avons pas les niveaux exécution et maîtrise, donc nous sommes à plus de 80% de cadres et 46% de nos effectifs sont quand même des femmes. Si nous prenons les postes de responsabilité, je vous assure qu'entre 2015, où il y avait 16 femmes responsables à la direction, et aujourd'hui, elles sont au nombre de 30, sont une augmentation quand même de 87%. Et je dirais que ce sont les fruits d'un travail de préparation. Le taux est passé, tenez-vous bien, de 33% en 2015 à 55,5% en 2020. Demain, la question genre reprendra l'autre dimension peut-être au sein de la direction. C'est un travail de préparation, c'est un travail de coaching, c'est un travail d'accompagnement. Si je zoome maintenant sur la gouvernance des établissements des entreprises publiques, je sors du ministère, notre rôle, c'est d'être en contact. Qu'est-ce qui s'est passé en ce qui concerne donc, les mandats que nous menons? Rappelez-vous, la DEPP gère plus de 120 mandats d'administrateurs. 120 mandats. En 2015, le nombre de femmes qui s'occupaient de mandats d'administrateurs était de 4. Aujourd'hui, elles sont 20 femmes à avoir des postes donc d'administrateurs. Ça fait 56% du nombre total des mandats. Et nous en sommes fiers. Le nombre des administrateurs femmes a évolué puisqu'ils sont maintenant 56% de femmes administrateurs et qui assurent, comme je l'ai dit, 56% des mandats. Plus que ça, 42% des comités d'audit sont présidés par des femmes. Et c'est une révolution qui s'est faite sur les 3 dernières années. Ça, c'est le niveau conseil d'administration, comité. Maintenant, si nous prenons la direction des entreprises, vous avez fait état, Madame Hassan, tout à l'heure au chiffre de l'économiste, 5% de dirigeants dans le privé.
Bon, on peut relativiser sur le formel, etc. Au sein des établissements entreprises publiques, les femmes occupent 12% des postes de direction. Ça reste relativement limité, mais quand même, il y a une amélioration par rapport aux années 2010. Ce qui est plus subtil, si vous distinguez les entreprises, établissements publics stratégiques et ceux qui ne le sont pas, les établissements entreprises publiques sont dirigés à 16% par des femmes, alors que ce taux n'est que de 11% pour les établissements entreprises publiques non stratégiques. Sur les chantiers pour clore, je ne vais pas trop m'attarder, peut-être que j'aurai à changer au cours du débat. Je prendrai juste 1 ou 2 minutes pour vous partager des généralités pour les chantiers. Le travail doit se faire en amont, en aval. Ce n'est pas d'agir sur la direction ou le conseil, mais c'est d'agir sur l'école, c'est d'agir sur l'éducation, c'est d'agir sur l'eau potable, c'est d'agir sur l'électrification. C'est ça ce qui nous prépare donc, en tant que fille puis en tant que femme. Très bien. Juste un mot, il nous faudra changer de logiciel, ne plus se suffire de l'événementiel, aller au-delà des lois pour de bonnes pratiques. Et je conclurai par cette question. Pourquoi avons-nous à demander des preuves que l'apport de la femme est déterminant ou non dans le conseil ou dans la direction? Merci. C'est normalement, c'est moi qui pose des questions, mais effectivement, c'est une question qui peut rester en suspens parce qu'il est très difficile. Mais comme le disait Leïla El-Haoui tout à l'heure, je pense qu'on arrive à, quand on quantifie le coût que ça coûte à l'économie, mais peut-être que ça réveille les consciences parce que ça coûte de l'argent. Et généralement, quand on parle de coût économique, ça réveille les consciences inconsciemment finalement. Bon, trop de conscience aujourd'hui. Mariam Zahiri, bonjour. Donc, vous représentez aujourd'hui la CGEM et Abdelrahman Soumar, il vous a lancé quand même, il vous a tendu la perche, n'est-ce pas? Donc, je n'ai même pas à faire la transition, 5% contre 12% de dirigeantes dans les entreprises publiques. Mais restons quand même orientés dans le positivisme et dans les secteurs finalement qui respectent cette égalité entre les genres, et notamment dans le secteur financier. On a parlé tout à l'heure des chiffres de la Bourse de Casablanca qui sont très prometteurs dans la représentativité. Vous, en tant que directrice d'un fonds de soutien à l'entrepreneuriat, quel est votre regard sur l'entrepreneuriat féminin? On parle de chefs d'entreprise. Vous les représentez. Est-ce que finalement, elles sont bien représentées aujourd'hui? Je peux faire une réponse très rapide, c'est non, bien entendu, mais je vais peut-être étayer un petit peu plus mon propos. Effectivement, moi, j'aimerais beaucoup aborder le sujet sous l'angle effectivement de l'entrepreneuriat. Ne pas revenir forcément sur tous les chiffres qui ont été déjà donnés et le constat des états des lieux qui reste quand même très préoccupant de la participation des femmes à l'activité économique. Mais si on le voyait uniquement d'un point de vue entrepreneuriat, je pense que tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que l'entrepreneuriat est un véritable vecteur très important et majeur pour le développement économique et social de notre pays. On est même un des piliers, et je pense même concrètement, si vous voyez le nombre de nouveaux entrants sur le marché du travail tous les ans, à comparaison avec ce que notre économie produit et génère en termes d'emploi, le gap est important, et l'une des solutions, je ne dis pas que c'est la seule, c'est effectivement la promotion de l'entrepreneuriat. La réalité de notre entrepreneuriat, en dehors de la question du genre, mais la réalité de l'entrepreneuriat au Maroc reste quand même un entrepreneuriat malheureusement peu créateur de valeur et peu générateur d'emplois. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que ce soit les initiatives du public ou du privé, sont toutes axées autour de comment promouvoir, faire la promotion de l'entrepreneuriat, ou même porter le sujet de la promotion de l'entrepreneuriat comme une cause nationale et une priorité nationale pour pouvoir vraiment créer cette valeur dont on a besoin et cette locomotive très, très importante. Maintenant, si on fait un zoom à l'échelle globale, le constat n'est pas reluisant, mais alors si on fait un zoom sur l'entrepreneuriat féminin, il est beaucoup moins, pour être tout à fait honnête. On reprend les mêmes constats qu'on a pu faire sur l'entrepreneuriat de manière globale, et on y rajoute des facteurs, on va dire, socio-culturels qui sont aggravants et qui viennent un petit peu, en fait,
pénaliser le potentiel de tout cet entrepreneuriat féminin. Alors, en termes de chiffres, très rapidement, on parle de 10% en fait des entrepreneurs qui sont des femmes aujourd'hui au Maroc. Ces 10%-là, ce sont effectivement essentiellement des travailleurs indépendants, sans salariés, donc il n'y a pas de création d'emplois, c'est important de le rappeler. Et la grande majorité de ces femmes-là travaillent bien sûr dans des secteurs qui sont très peu créateurs de valeur de manière générale et à faible valeur ajoutée. Alors ce chiffre, effectivement, il occulte l'aspect du poids de l'informel qui est très important quand on parle d'entrepreneuriat féminin. Le profil de cet entrepreneuriat est essentiellement un entrepreneuriat de subsistance. On va vers l'entrepreneuriat par nécessité. On n'est pas dans une optique encore une fois, de création de richesse et de valeur. Et en fait, quand on regarde de manière un petit peu plus précise, ce taux baisse à moins de 4% quand on regarde les startups ou les TPE à fort potentiel de croissance. Donc, quasi inexistant sur ces segments qui sont des segments qui sont porteurs en termes de croissance et de développement. Donc, les chiffres restent quand même pas reluisant pour être tout à fait honnête. Et donc, les raisons sont nombreuses. On reviendra peut-être sur les raisons, mais les handicaps qu'on voit, mais surtout sur qu'est-ce qu'on peut actionner. Soyons plutôt pragmatiques et comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses. Absolument, exactement. Parce que l'objectif, c'est plus constructif finalement et ça apporte une valeur ajoutée, puisque vous parlez de valeur ajoutée. Parlons justement des leviers, parlons des choses à faire aujourd'hui pour plus de femmes entrepreneurs et pour peut-être même s'aligner à la moyenne africaine qui compte beaucoup de femmes entrepreneurs, des success stories notamment. Et peut-être même, vous pouvez partager avec nous quelques success stories aussi, Mme Zeli. Effectivement, là, à l'échelle africaine, on tourne autour de 25% de femmes entrepreneurs. Ça descend quand même à autour de dire 15% pour l'Asie. Et puis la région qui est 9%, on va dire, la région du Moyen-Orient qui est, elle, effectivement, un petit peu à la traîne sur ces sujets-là d'entrepreneuriat. Donc, sur notre continent, on ne fait pas preuve de bon élève sur cette thématique-là, et c'est bien dommage. Mais alors, sur quels sont les handicaps qui sont souvent mis en avant? Le premier est clairement l'environnement socio-culturel dans lequel on évolue. Nous éduquons, notre société éduque nos filles plutôt à devenir des bonnes mères au foyer, des bonnes femmes, plutôt que des bonnes épouses, plutôt que des bons managers et des bons entrepreneurs demain, avec cette saupoudrée un petit peu de prime à du risque, du goût de l'innovation. Donc ça, c'est une question d'éducation, de mindset, qui prendra le temps qu'il faut. Et donc là-dessus, moi, j'aimerais revenir sur 2-3 éléments qui sont effarants à mon sens. Le premier, c'est, vous l'avez cité au tout début, en disant, restons positifs, il y a quand même 42% des étudiantes qui sont dans le circuit universitaire. Et donc, il y a une représentation genre en termes de formation. Alors, où disparaissent toutes ces femmes-là quand on voit le taux d'activité qui baisse de manière assez impressionnante? Donc, on a ce premier gap où on a une disparition complètement hallucinante, pour être tout à fait honnête, que moi, je n'arrive pas à m'expliquer. Ensuite, le deuxième chiffre qui me fait très peur, c'est que, en fait, quand vous regardez dans le détail ces femmes entrepreneurs, les 2/3 ont déjà une expérience professionnelle. Et donc, le mythe de monter son entreprise dans son garage à la sortie de l'école ou même en ne finissant pas l'école, c'est un mythe. La réalité, c'est qu'il faut y avoir un background d'expérience et de vécu au sein d'entreprises pour être capable effectivement de mener à bien une aventure entrepreneuriale. Donc, si on n'a pas de femmes au niveau qui ne rentrent pas dans le marché du travail, qui n'ont pas d'activité, on aura encore moins de chances d'avoir une conversion de femmes entrepreneurs. Et le troisième point, c'est qu'on parle souvent des femmes, pourquoi on n'a pas de femmes dans le top management? Eh bien, en fait, vous vous rendez compte très, très vite que le peu de femmes qui ont réussi à rentrer dans le marché du travail, ben, il y a aussi une autre dispersion ou déperdition, je vais le dire, qui arrive. Et quand la plupart du temps, j'ai des vraies discussions, pourquoi on ne nomme pas une femme à ce poste-là à responsabilité? La réponse qu'on me dit, mais où sont ces femmes que vous voulez qu'on nomme? Donnez-moi des noms, donnez-moi. Et donc, on se retrouve finalement
ces femmes-là, avec un espèce de plafond de verre qu'on leur impose ou qu'elles s'imposent elles-mêmes, la question reste ouverte. Donc, ce côté-là, environnement socio-culturel, est très, très important et les chiffres sont effectivement reflètent complètement un peu l'aberration de cette approche. Maintenant, si on veut être un petit peu plus… et je pense que si on veut être un peu plus pragmatique, on va dire sur et orienté vers l'avenir, Mariam Zaheri, voilà. Orienté vers l'avenir et peut-être de donner des exemples qui puissent inspirer. On a beaucoup de participants à ce webinaire qui nous suivent, qui sont certainement de jeunes filles et qui regardent vers l'avenir. Donc, ouvrant-leur l'horizon vers, enfin, en tout cas, un horizon beaucoup plus clair et un peu moins sombre que ces chiffres que vous avez présentés, que tous nos chers panélistes ont présentés. Je pense qu'il y a 3 leviers, en tous les cas, de mon point de vue, que j'aimerais mettre en avant dans la discussion. Le premier levier est clairement un levier pour que de savoir de la gestion, si vous voulez, ou une approche genre dans tout ce qui est rétention de talents au sein des entreprises, que ce soit public ou privé. Et donc, il faut absolument que ces femmes qui rentrent dans le secteur de l'activité puissent avoir des parcours de talent et de rétention pour qu'elles puissent continuer à travailler. Peut-être il faut créer de l'agilité dans notre approche de travail pour que ces femmes-là puissent trouver leur place dans cet environnement et qu'elles puissent effectivement faire face à leurs différentes contraintes. Et moi, j'y crois beaucoup. C'est un modèle sur lequel on va beaucoup, que ce soit à l'international, et sur lequel je pense que le Maroc gagnerait énormément à pouvoir appliquer ce genre d'approche systématique, genre de rétention de talent. Deuxième point qui est très important, et là sur le point relatif à l'entrepreneuriat, il faut plus de programmes d'accompagnement qui soient dédiés aux femmes, avec des tracks qui sont spécifiques. Il faut qu'elles aient accès à l'expertise, il faut qu'elles aient accès à de la formation spécifique entrepreneuriale, parce qu'il y en a besoin. Devenir un bon manager ou un bon entrepreneur, ça ne se décrète pas. Il y a besoin, et il y a des spécificités féminines, qu'on le veuille ou pas, qu'il faut absolument intégrer dans ces programmes qui doivent être dédiés à ces femmes-là. Et surtout, l'accès à un réseau. C'est très important. On parle beaucoup de mentoring. Je pense que le mentoring est un vrai vecteur de création de valeur pour ces femmes d'entrepreneurs, qu'elles puissent se sentir accompagnées, qu'elles ne soient pas seules, en fait, dans cette démarche entrepreneuriale qui est très, très, très angoissante, il faut le savoir. Donc, si on a ces programmes-là qui sont aujourd'hui des programmes dédiés et qui produisent des résultats à l'échelle internationale, des résultats plus que probants, je pense que ça mérite qu'on puisse les lancer de manière la plus structurée possible et accompagner ces femmes-là. Donc, ça, c'est un axe plutôt, on va dire, accompagnement, programme d'accompagnement. Le deuxième axe qui, à mon sens, est très important, c'est l'axe, on parle souvent du financement. Alors, et là-dessus, j'aimerais juste partager avec vous mon expérience de gestionnaire de fonds d'investissement. Donc, je fais partie d'une plateforme globale. On gère, moi, je m'occupe de la partie MEA, en fait, Middle East Africa. Donc, je chapeaute cette région-là. Mais nous avons en Asie du Sud-Est, on a monté un fonds genre. Donc, un fonds dédié uniquement à des activités, soit des femmes qui sont entrepreneurs, soit avec une majorité de femmes en termes de top management, ou alors des services qui sont vraiment dédiés aux femmes. Et on se rend compte que ce fonds-là a un succès particulièrement important dans une région où finalement, le fait de se retrouver dans un environnement qui leur fit avec un produit qui est customisé pour eux, fait qu'on lève quelque part cet accès de financement, l'accès au financement, cet handicap d'accès au financement, qui s'applique à tout le monde, hein, que ce soit homme ou femme. Voilà, c'est ce que j'allais dire, justement. Mais celui-ci, le fait de l'avoir un peu… Voilà, un peu d'avantage, j'allais dire, pour une fois. Discrimination positive peut-être, que ce soit pour le financement, enfin pour le sponsoring aussi et l'accompagnement. Et c'est intéressant parce que vous avez parlé des chefs d'entreprise, bien sûr, Madame Amina Figuigui. Merci d'avoir attendu. Donc, vous allez intervenir en dernier. Je rappelle donc que vous êtes l'ambassadrice des femmes administrateurs au Maroc, présidente du club des femmes administrateurs. Bonjour et merci d'être avec nous. Comment selon vous, bon, alors déjà parce qu'on a parlé de beaucoup de constats, peut-être rapidement planter le décor et dresser le bilan, mais surtout comment avoir plus de femmes administrateurs dans les conseils d'administration des entreprises marocaines et notamment cotées à la Bourse de Casablanca? Bien, merci de m'avoir invité pour participer à
débat. Et je me dis, c'est dommage qu'on ne fasse le point qu'une fois par an. Mais comme l'a rappelé M. Smar, c'est un travail de longue haleine. Nous, on s'y attelle toute l'année, on est en train de parler de ces sujets. Et je peux considérer qu'aujourd'hui, c'est juste une occasion de faire le point sur l'état de l'art en matière de gouvernance d'entreprise. Donc, franchement, au cours des dernières années, certes, le Maroc a parcouru un long chemin en matière de gouvernance avec l'adoption du Code de bonnes pratiques de gouvernance et ses annexes. Chemin faisant, les régulateurs ont aussi aidé à instaurer une bonne gouvernance. Et on a remarqué, bien entendu, que les lignes ont commencé un petit peu à bouger avec la féminisation des administrateurs, des conseils d'administration au conseil de surveillance. Mais ce n'est pas suffisant. Comment dire, vous savez, c'est normal quand on part de zéro, on ne peut que croître. Et donc, quand on part de 0 femme, bien entendu, on peut dire waouh, en 2015, on était à tel chiffre, aujourd'hui, on est à tel chiffre. C'est vrai, c'est une croissance, mais ça reste honnêtement aspirations et ce n'est pas suffisant. Vous savez, ces taux de 17% dans les sociétés cotées, etc., ce sont des taux que connaissaient les pays développés avant qu'ils imposent ou qu'ils instituent des quotas. Et donc, ces taux sont aujourd'hui complètement dépassés. Je peux citer les Pays-Bas, je peux citer par exemple la Norvège, la France, qui ont dépassé les 43% de femmes au niveau des instances de gouvernance des sociétés cotées, et l'Italie, la Finlande, la Belgique et l'Espagne qui ont dépassé 35-33%, bien sûr, à aujourd'hui. Donc, j'insiste pour dire c'est vrai que 17%, ça nous paraît quelque chose de révolutionnaire, mais il nous reste toujours un long chemin à parcourir. Et donc, pour ça, nous avons créé le Club des femmes administrateurs en 2012 avec une brochette de femmes. Et donc, notre action s'articule surtout autour de la promotion, la promotion du rôle de la femme et la facilitation de l'accès des femmes au poste d'administrateur, et d'accompagner et former les femmes administrateurs ou les femmes qui aspirent à devenir administrateurs. Et donc, au début de la création de CFA, nous étions convaincus que nous pouvions, grâce à notre persévérance, à faire bouger les lignes en ayant des actions de sensibilisation et une approche individuelle. Donc, notre démarche consistait à prêcher la bonne parole auprès de certains décideurs et chefs d'entreprise en one-to-one pour les convaincre de la corrélation étroite entre la présence des femmes dans les instances de gouvernance et la performance de l'entreprise. On n'a rien inventé, les chiffres sont là, M. Smar a bien cité quelques exemples, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Et donc, nous avons eu des réactions pas du tout encourageantes. Parfois, c'était la douche froide quand certains interlocuteurs nous disaient qu'il fallait attendre quelques années ou bien qu'ils n'avaient pas assez de femmes à même d'occuper ce poste. Donc, on s'est posé la question, notre ambition est-elle réaliste ou c'est la poursuite d'une chimère? Bon, bien sûr, nous n'avons pas baissé les bras et heureusement, on a eu la chance d'avoir en face de nous des personnes réceptives et on avait l'impression pour ces personnes, mais elles sont pas, franchement, elles ne sont pas nombreuses, on les compte sur le bout des doigts, on avait l'impression de prêcher des convaincus. Et là, je tiens à remercier notre ami, mon ami M. Smar, qui, franchement, on n'a trouvé aucune difficulté pour, je veux dire, ce sont des alliés. Je remercie aussi le Wali de Banque al-Maghreb qui, quand on a été le voir en 2013, il a tout de suite répondu présent et il a immédiatement sorti une directive où il recommande la parité pour la nomination des administrateurs indépendants et j'en passe. Donc, et souvent, nous avons eu cette réaction de oui, on n'a pas assez de femmes pour placer dans les conseils d'administration. Donc, nous avons constitué un vivier de femmes administrateurs aux compétences avérées. Nous avons développé le club des femmes administrateurs. Aujourd'hui, nous avons 70 membres et nous avons constitué une CVTech qui présente un vivier de performance de femmes administrateurs qui est aujourd'hui une force de proposition inestimable aux entreprises susceptibles d'être intéressées par les administrateurs femmes. Et donc,
À partir, donc au début, nous voulions sensibiliser, faire du lobbying, convaincre, mais on s'est rendu à l'évidence et à partir de 2018, on a compris que le recours à la loi est indispensable pour permettre une plus forte présence des femmes dans les organes de gouvernance. Est-ce qu'on est plus intelligent que les pays européens que j'ai cités tout à l'heure? Eh bien non, on ne va pas réinventer la roue. Donc, une participation renforcée des femmes dans les organes de gouvernance passe inéluctablement par le renforcement du cadre législatif. Et donc, à partir de 2018, c'est devenu notre religion. C'est je ne parle pas de quotas, mais c'est d'imposer ou de passer par la loi pour imposer une représentation équilibrée. Et en 2019, une femme que je remercie vivement en la personne de mon amie Leïla Khawi, a bien voulu associer CFA pour participer au travail qu'elle a fait, qui consiste à rédiger un plaidoyer pour une meilleure représentativité des femmes dans les organes de gouvernance. Partant de là, nous avons continué nos actions de lobbying et bon, bien entendu, la suite, vous la connaissez, où je laisserai peut-être le soin de Leïla Khawi de développer un peu plus. Donc, aujourd'hui, CFA regroupe 70 chefs d'entreprise et cadres dirigeantes. Donc, nos adhérentes siègent au conseil d'administration ou de surveillance de plus de 310 entreprises publiques et privées. Bon, c'est pas mal, mais comme j'ai dit, il nous reste du travail, du pain sur la planche. On doit continuer. Et donc, moi, je citerai quelques exemples. Bien sûr, vous avez parlé des actions de mentoring. Pas mal de nos adhérentes sont membres de l'association Mentorel. On est là pour prendre certaines femmes par la main pour essayer de les coacher, pour qu'elles essayent de développer leur carrière ou pour je veux dire, leur donner l'exemple, pour dire c'est pas impossible, ça a été possible pour telle et telle femme, pourquoi pas moi? Donc, il ne faut pas qu'elle s'autocensure. Maintenant, effectivement, la femme a tendance de souffrir, elle a tendance à souffrir du syndrome de l'imposteur. Elle est là, elle se pose toujours des questions. Est-ce que je suis qualifiée, aussi qualifiée que l'homme pour remplir ses fonctions? Est-ce que je dois prouver, comment je dois prouver que je suis aussi compétente que l'homme? Donc, nous essayons d'y travailler et quelques peut-être réflexions, pistes de réflexion et recommandations qui sont en fait l'intime conviction du club, c'est de réformer en profondeur les normes et pratiques en matière de nomination et de gestion du personnel. Il va falloir y travailler en profondeur et de renforcer les capacités des femmes salariées à travers je dirais des séances de développement personnel, instaurer un environnement favorable pour concilier entre la vie familiale et la vie professionnelle et bien entendu plusieurs actions. Certainement, beaucoup d'actions doivent être prises, mais on va dire qu'aujourd'hui, une des actions elle est symbolique, n'est-ce pas, que deux femmes, en plus du directeur général de la Bourse de Casablanca, sonnent la cloche du début de cette séance de transaction. C'est un symbole, en tout cas. D'ailleurs, on peut les voir là sur l'image. C'est un symbole et c'est une image qui en dit long. Et on dit qu'une image vaut 1000 mots, mais qui témoigne en tout cas certes, de sonner une cloche, mais aussi d'attirer l'attention vers cette cause de l'inclusion féminine. Xavier Rey, si vous êtes toujours avec nous, une petite question peut-être pour finir. On a 4 minutes, 5 minutes avant le ring the bell. Xavier, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours avec vous. Voilà, donc en fait, pour clôturer et pour peut-être s'inscrire dans une image qui soit, encore une fois, plutôt optimiste sur un lendemain meilleur de l'inclusion de la femme au Maroc, mais aussi dans toute cette région de Maghreb, sur la base de ce qui a été dit, pour conclure, Xavier Rey. Je voulais d'abord remercier nos intervenants, vous remercier Radija
Mais pour moi, vraiment, la participation de la femme dans l'économie, c'est une triple opportunité qu'on doit célébrer. La première, on le sait, plus de participation des femmes dans l'économie, c'est plus de points de PNB, jusqu'à 37% en plus. On peut rêver d'un Maroc où il y a 37% de plus de PNB. C'est aussi des entreprises plus performantes, parce qu'il y a des milliers d'études qui ont montré, comme l'a dit M. Semar, que plus les femmes participent aux entreprises, notamment aux organes de gouvernance, plus les entreprises sont performantes. Et aussi, c'est des sociétés plus inclusives, parce qu'un deuxième salaire dans un ménage, ça fait des sociétés plus inclusives, ça fait des sociétés plus égalitaires, et on en a aussi besoin au Maghreb. Donc, on va célébrer ces 3 opportunités et on va s'engager à travailler ensemble pour faire avancer la participation des femmes dans l'économie. Et merci encore à tous nos intervenants, à tous nos participants et aux jeunes femmes qui nous ont écoutés, et j'espère qu'elles ont eu des rôles modèles et aussi de l'enthousiasme pour aller de l'avant. Merci. Certainement. Merci beaucoup, Xavier Rey. Et je m'adresse à présent à Tariq Senhaji, donc directeur général de la Bourse de Casablanca. Je ne sais pas s'il peut on peut l'entendre. Oui, oui. Non, mais là le son est bon. Oui, bonjour. Oui, rebonjour. J'ai dû me déplacer pour être en place pour le ring de oui, on vous voit justement, ainsi que toutes les personnes autour de vous. Mais je vais juste, et c'est une question qui me taraude depuis le début. Donc, vous avez dit que c'est la 7e année que la cloche de la Bourse de Casablanca est sonnée par une femme ou par des femmes le 8 mars. Absolument, c'est bien cela. Mais qui a été la première femme, justement? Alors, peut-être je répondrai à la question en parlant surtout des femmes qui ont sonné la cloche en dehors de l'événement du 8 mars. Et ça, j'ai envie de dire, c'est encore le plus important que cela. Et donc, nous avons eu le plaisir sur les 3 dernières introductions en bourse d'avoir une introduction en bourse qui a été menée par une femme. Ça a été celle de Imorant Invest en 2018 et nous espérons vivement, comme beaucoup des participants à ce webinaire l'ont noté, que sonner la cloche par une femme ne soit pas un événement réservé au 8 mars, mais ça devienne le quotidien de la Bourse de Casablanca. Et donc, voilà, nous espérons que voilà, le 7e et bientôt plus d'événements seront là, mais que cela va pousser beaucoup de personnes qui regardent ce webinaire à avoir l'ambition de venir créer leur entreprise et avoir justement ce moment symbolique d'introduction en bourse qui est quand même un moment très important de réussite, qui marque la réussite et également l'accélération du développement d'une entreprise, que cela donne envie à toutes les personnes et en particulier toutes les dames qui nous regardent de venir partager ce moment avec nous. Et nous partageons justement ce moment avec vous. Et webinaire exige, donc vous avez eu droit à des applaudissements et des sourires partagés de tous les participants. Je vais vous demander, Tariq Senhaji, de vous joindre au reste des personnes donc pour cet événement de sonner la cloche, de ring the bell de la place casablancaise et qui se fera aujourd'hui. Alors, à vos côtés, il y a Mariam Nossairi d'ONU Femmes, donc, qui est Program Manager ou Management Specialist chez ONU Femmes, mais aussi, et pour représenter IFC, la Country Office Manager Rita Hanan, qui est donc à vos côtés et qui attend justement on va attendre quelques petites minutes, peut-être deux petites minutes, qui me permettront aussi de remercier nos panélistes distingués, Leila Rhewi, avec cette étude qui nous apprend beaucoup sur la condition de la femme dans le rural. C'est très important de rappeler cette condition de la femme dans le rural. Sismar, avec cet optimisme affiché et avec toutes ces choses, et on le sent dans votre sourire et dans votre regard, vous êtes personnellement impliqué pour cette cause féminine, un peu dans la même mouvance que je disais tout à l'heure à Xavier Rey en début de cet événement, de positivisme, mais aussi de féminisme, parce qu'on a besoin d'hommes féministes pour porter cette cause féminine et pas que de féministes militantes. Mariam Zairi, on aimerait avoir beaucoup plus de success stories à mettre en avant, et justement ces success stories soient les locomotives des jeunes filles et des jeunes femmes entrepreneurs
marocaines qui pourront plus tard même briller à l'international en Afrique, en Europe ou aux États-Unis. Et il y a, alhamdoulilah, des exemples. On n'a malheureusement pas eu le temps de toutes les citer. Et puis aussi avoir des femmes administrateurs, des managers. On ne le dira jamais assez. Et puis cette importance d'imposer des quotas et ça se passe au niveau législatif. Merci beaucoup. Je tiens juste à préciser, Amina si tu Fitigi. permets, Oui. si tu permets, l'année dernière, The Ring the Bell a été fait en collaboration avec CFA à la Très Bourse bien. de Casablanca. Et il est 10h45 et le Ring the Bell va se passer tout de suite. Donc, encore une fois, très bonne fête de droits de la femme à toutes les femmes et à tous les hommes. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et aux panélistes. And you should ring the bell. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Merci beaucoup, Au Radija. revoir. Merci. Merci Au pour revoir. votre Au revoir. coordination. Bonne semaine. Merci. Excellente journée. Bonne Merci. journée à vous toutes et tous. Merci. Merci. Merci beaucoup.